C'est une histoire pas banale qui a eu lieu à quelques kilomètres seulement d'ici, plein ouest. C'était lors d'un ravitaillement en vol entre un A400M, que vous connaissez bien, d'ailleurs la France en recommande, et des EC725. C'était le 10 juin 2024, il était 18h52, et oui, ça vole tard dans l'armée de l'air et de l'espace, et vous aviez 8 personnels dans l'A400M, 4 dans le C725 qui nous intéresse, avec le 361 Poitou pour le ravitailleur et le 167 Pyrénées, donc de l'armée de l'air et de l'espace, pour les ravitailler. On était dans le cadre d'une campagne du CEAM, du Centre d'expérimentation et des essais de l'armée de l'air, qui faisait une formation initiale au ravitaillement A400M pour 2 Caracal. Alors, dans le rapport du Bureau Enquête Analyse Étatique, que c'est normalement un programme à sec, mais ils vont faire du à sec et humide, on va vous expliquer tout ça. Mais ce qui est très intéressant, c'est que lors d'un virage vers la gauche, vers l'extérieur, eh bien on a notre caracal de droite qui voit que le tuyau est en train de se dérouler, qui remet de la puissance pour essayer de bien rester enquillé, comme on dit, et en fait, le tuyau va se détacher de la 400M, va tomber en mer, et va sectionner, va casser le fusible au niveau de la perche de ravitaillement. Alors plus de peur que de mal, personne au sol en mer n'est touché. La 400M va même essayer de retrouver le tuyau. Bref, c'est ce qu'on va voir, qui va nous permettre d'un peu mieux comprendre les concepts du ravitaillement RR. Jingle. Mais juste avant qu'on aille dans les airs et qu'on aille comprendre ce qui s'est passé lors de ce ravitaillement entre la 400M et les hélicoptères, en ce début d'année 2026, vous avez peut-être envie de vous lancer sur Internet, alors que ce soit pour un blog, un site d'e-commerce, un portfolio, tout simplement pour stocker des données, il vous faut peut-être un site Internet. Et en France, nous avons un spécialiste franco-français made in France, basé, accrochez-vous bien, à Clermont-Ferrand. Alors, si vous dites qu'à Clermont-Ferrand, il ne fait pas chaud tous les jours, il faut savoir qu'ils ont leur propre serveur et que toute une partie de l'année, ils n'ont pas besoin d'être réfrigérés. Réfléchissez-y si vous souhaitez aller vivre par là-bas. Mais toujours est-il, notre partenaire du jour, c'est O2 Switch. Si vous voulez passer à du franco-français, c'est ce qu'il vous faut. Et ils aiment bien faire simple, c'est français, voyez-vous. Donc il y a 3 offres. Et ces offres ont vocation à vous accompagner alors que vous développez votre présence en ligne. Ils ont un serveur PowerBoost qui vous permet d'être toujours plus puissant, d'être plus efficace. Ils ont également leur propre système fait maison de protection d'outils de sécurité avec le Tiger Protect et le Tiger Guard qui vous permettent d'être proactif grâce à l'IA par rapport à la sécurité de vos données. En plus, ils vont vous offrir votre nom de domaine. Et alors qu'en ce début d'année, il y a quand même des plafonds bas et des nuages un peu partout, il vous propose d'avoir votre propre cloud hébergé en France, ce qui est quand même pas négligeable. Ce qui est top, c'est que pour vous lancer la première année, il y a des prix très attractifs. Ça commence par moins d'une pièce de 2 € par mois. Ils ont plus de 15 ans d'expérience, comme je vous l'ai dit, c'est du 100% français. Ils ont un support technique 7 jours sur 7, H24 en français pour vous. Un rapport qualité-prix qui est tout simplement imbattable. Et avec le code promo qu'on vous met juste en dessous, vous avez 10% cumulable avec l'offre cloud la première année. Alors ce qu'il faut voir si vous partez sur cette offre-là, forcément on vous la recommande, on adore les nuages. Le top du top, c'est que si vous souhaitez migrer vers O2 Switch, eh bien c'est 100% pris en charge par le support technique humain et français. Donc on va pas se mentir, chaîne aéro, si vous aimez les nuages, cliquez sur le lien, 10% supplémentaire de l'offre cloud, 100% français, vive Clermont-Ferrand, c'est bien au centre de la France, votre data sera entre de bonnes mains. Jingle. Roger ball. Quand vous êtes pilote de Rafale Marine, vous allez faire votre transformation nounou. Alors, la transformation ravitaillement, comment ça fonctionne? Vous avez une perche. Sur Rafale Marine, elle est tout le temps sortie. Sur Super Étendard, il fallait la sortir quand on en a besoin. Mais Dassault s'est dit qu'au final, c'était pas plus gênant de la garder dehors, ça évite les pannes. Au niveau de cette perche à l'avant, vous avez l'espèce d'embout et cet embout, il a des petites vis. Comme ça, s'il y a trop de force au niveau de la flexion notamment, vers le haut ou vers le bas, plutôt que d'arracher toute votre perche, vous avez la partie avant qui se désolidarise, vous ne pouvez alors plus ravitailler et le risque c'est que ce petit morceau rentre dans vos entrées d'air et vous allez devoir aller vous poser ailleurs en perdant un tout petit peu d'aérodynamisme.
C'est ce qu'on appelle, en gros, casser le... Je vous donnerai pas le terme technique. C'est en fait ce qui s'est passé pour notre EC725, alors que c'était absolument pas sa faute, parce que pour des raisons de sécurité, vos paniers de ravitaillement ont toujours la capacité à sectionner le tuyau. Si par exemple vous sortez le tuyau, qui sort grâce à de la force hydraulique, et qu'après vous n'arrivez plus à le rentrer, il va falloir s'en débarrasser. Pour la petite histoire, on a déjà eu un Rafale Marine qui a apponté avec le tuyau en partie sorti de nuit. Ça a fait très peur aux officiers d'appontage et c'était pas prévu. Toujours est-il, aujourd'hui ce n'est pas du Rafale, c'est de l'EC725 Caracal. C'est Airbus Hélicoptère qui nous fabrique ça, c'est la dernière version de la série des SA330 Puma, AS332 Super Puma, AS532 Cougar, et là on a maintenant donc le EC725 Caracal, c'est son nom dans l'armée de l'air, et la version civile H225 Super Puma. Premier vol quand même dans les années 2000, mise en service a commencé vers 2005 et c'est un hélicoptère qui n'a arrêté d'être amélioré. On a 5 pales, nouveau profil aérodynamique, moins de vibrations. On a certains pays comme le Brésil qui peuvent même tirer de l'exocet, de l'air-mer, du missile air-mer assez lourd depuis cet hélico, qui peut prendre une charge utile de plus de 5 tonnes, ce qui est quand même pas négligeable. En transport, s'il faut, on peut prendre 29 passagers. En VIP, 8 à 12, et c'est un succès à l'export, que ce soit au Brésil, en Hongrie, en Indonésie, en Irak, au Koweït, au Maroc, au Mexique, aux Pays-Bas, en Thaïlande, et j'en passe. Vous allez avoir une masse maximum au décollage de 11 tonnes 2, comme un super étendard, une masse à vide de 7 tonnes. Vous pouvez vous projeter sans aucun souci dans un rayon de combat de 500 nautiques, avec moyenne 260 km/h. La problématique des hélicoptères, ça va moins vite. Maintenant, si vous souhaitez aller plus loin, et l'objectif de l'armée de l'air est par exemple de projeter des forces spéciales, avec 3 grands commandos parachutistes dans l'armée de l'air, le CPA 10, 20, 30. On en avait d'ailleurs à bord avec nous pendant les opérations de combat pour faire de la rescousse, de la recherche et sauvetage au combat. Eh bien, si vous devez projeter vos hélicoptères, il va falloir leur donner de la longe. Et exactement comme vous allez ravitailler avec des tankers des avions de combat, ou vous allez demander à des avions de chasse de la marine, par exemple, de faire nounou, d'avoir un pod de ravitaillement et de ravitailler les autres. Là, vous prenez ces pods, vous les mettez sur les ailes de l'A400M, des pods spéciaux pour les hélicoptères. Vous demandez à l'A400M de réduire sa vitesse, parce qu'il va falloir qu'il aille doucement pour permettre aux hélicos de suivre, et vous ravitaillez tout ce petit monde dans une des couches de l'atmosphère les plus turbulentes, la basse altitude. Grande différence avec les chasseurs qui vont avoir tendance à ravitailler plutôt en moyenne ou haute altitude, aux alentours du 200 ou plus haut. Là, vous allez être dans les basses couches et donc pas mal de phénomènes aérologiques, pas mal de turbulences. Et plus le tuyau est long, plus le bras de levier est grand, plus le panier va bouger. Quand on ravitaille en hélico, il faut faire très attention avec le manche, rester souple, sinon on peut se couper le bout. Toujours est-il, notre équipage a briefé à 15 h. Il décolle de LFBC, Caso, juste à côté, je ne sais pas si vous entendez, on entend les chasseurs. Ils sont en cam Tango. On a 3 grands régimes de vol, la cam Victor, qui est du vol à vue, la cam India, qui est comme un peu de l'IFR, et la cam Tango pour tactique, un petit peu un mix dans des zones généralement réservées. Vous avez eu le briefing de tout le monde à 15 h local. Ils ont notamment insisté sur la différence entre le ravitaillement sur un A400M et sur un C130. Les équipages ont d'expérience sur un ravito C130, le Hercule. Là, c'est un A400M. Il fait grand beau, 21 degrés, visibilité supérieure à 10 km, un petit peu de vent, quand même 6-10 nœuds, rafale 20 nœuds pour faire plaisir aux kitesurfers. Et on est à environ 5 nautiques de Caso au large. Les ravitaillements vont devoir se faire en vol rectiligne horizontal, mais également en descente. Nous, généralement, dans la chasse, on a plutôt tendance à faire vol rectiligne horizontal. Et ils vont également faire en virage gauche, virage droite, ce qui est facteur quand vous ravitaillez 2 hélicos à la fois. Parce que l'intérieur du virage versus l'extérieur du virage, ce n'est pas les mêmes contraintes, ce n'est pas les mêmes repères également visuels. Donc ils vont travailler tout ça, ils vont faire beaucoup de contacts. Ils vont faire 11 contacts secs et humides. Donc le contact sec, pouf, tu enquilles, tu restes à pause quelques secondes, sans transfert de carburant. Le contact humide, il y a transfert de carburant et donc tu récupères du carburant. Et toi, en tant que pilote, tu dois en plus valider le transfert de carburant qui a eu lieu. Ils sont à 4000 pieds, 110 nœuds, donc juste en dessous de 200 km/h. Et les virages se font à 15 degrés d'inclinaison, ce qui permet bien de tourner, surtout à ces vitesses-là, ça tourne assez court, sans pour autant prendre trop d'inclinaison, ce qui n'est pas forcément agréable. L'A400M va avoir des pannes qui vont remonter, avec Fuel Right Pod Fault, normal, le tuyau
va se lâcher, va se déconnecter. Une fois que la panne a été vue, eh bien, il va être décidé de ramener l'hélicoptère accompagné par son collègue sur la base de Cazaux, sachant qu'au niveau de la perche, il a été abîmé. Et la 400M de son côté, plutôt que de rentrer tout de suite, va essayer de localiser le tuyau pour voir si on peut faire quelque chose par rapport à ce tuyau. Il n'y arrivera pas. Il semblerait qu'il ait coulé. À noter qu'au niveau de la 400M, ce compte-rendu nous permet de voir qu'il y a beaucoup d'informations d'un point de vue informatique, puisque dans un premier temps, l'informatique détecte qu'il y a drag damage, donc il y a le tuyau qui est endommagé, après qu'il y a hose end missing, le bout qui manque, et que c'est ça qui va faire monter l'alarme en cockpit de la 400M, fuel right pod fault, après qu'il y a eu 282 cycles complets pour ce pod de ravitaillement. Alors la bonne nouvelle de cette manip, c'est que c'est arrivé sur un vol d'entraînement. Imaginez sur une mission de combat, vous perdez le tuyau comme ça, c'est quand même assez dommage. Donc il y aura forcément un petit peu de débriefing, mais c'est intéressant de voir également que la perche a cassé à l'endroit prévu, et donc que le système, qui est initialement réfléchi en cas de problème de la part du pilote, va également fonctionner en cas de problème du côté de l'avion ravitailleur, qui perd son tuyau, et ça je vous avoue que pour avoir ravitaillé un paquet de fois, c'est pas du tout une thématique à laquelle j'aurais pu penser. Et donc je pense que ce retour d'expérience, qui encore une fois nous est partagé par le bureau enquête analyse étatique, va être utile, que ce soit pour la communauté hélico, ou même au niveau mondial pour tous les pilotes de combat, et même des pilotes qui font du hose. On a 3 grands systèmes de ravitaillement en fait. Vous avez le tuyau souple, que l'on peut voir comme ça là sur les hélicos ou sur ces images avec le 330 MRTT qui a tendance à pas mal bouger, mais ça vous permet de ravitailler 2 avions ou 2 hélicos en même temps. Vous avez le BDA c'est dans l'axe, vous avez cette espèce de perche qui descend, et vous avez l'officier ravitailleur qui peut bouger cette perche, un petit tuyau d'environ 2 mètres, et là vous allez devoir essayer de faire un petit nœud paf, et donc avec beaucoup moins de tuyaux. Alors il faut être précis, mais en même temps, c'est moins soumis aux aléas météo. Et après, vous avez les systèmes de perche tout court, qui sont par exemple utilisés sur des F-16, sur des F-15, sur des gros aéronefs, par exemple sur B1, B2, parce que oui, même les très gros avions peuvent être ravitaillés, ce qui va leur permettre de rester plus longtemps en l'air. Côté hélicoptère, il faut aller sur du tuyau souple, et donc faire attention à ces turbulences, car encore une fois, des fois, moi, il m'est arrivé d'attendre une dizaine de minutes, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Et quand ça bouge beaucoup, des fois, la meilleure chose à faire, c'est de demander à l'avion ravitailleur de partir en virage, parce qu'au début du virage, il va prendre un tout petit peu de facteur de charge, et ça va avoir tendance à vous amener le panier un peu vers le bas, et paf, si vous êtes prêt, à ce moment-là, vous y allez. Maintenant, si vous posez la question, comment est-ce qu'on fait pour bien enquiller? On bouge les doigts de pied, ça permet de se détendre. Et ensuite, il ne faut pas se focaliser sur le panier, il faut essayer d'avoir des repères au-delà du panier. Et comme ça, en pilotant votre machine sur un repère qui est plus loin, au-delà du panier, par transparence, vous allez réussir à mettre votre perche dans le panier. Si vous commencez à vous focaliser sur le panier, vous avez tendance à surpiloter votre machine, à rentrer dans ce qu'on appelle en PIO, Pilot Induced Oscillation, des oscillations dues au pilote, parce qu'en fait, vous surcontrôlez votre machine. Et là, on souffle un coup, on se détend, on bouge les doigts de pied, on reprend notre repère, surtout avec des hélicoptères ou des avions modernes, c'est très stable, et on se rapproche. Moi, personnellement, j'aime bien me mettre juste à quelques mètres du tuyau, légèrement en bas, petit coup de gaz, paf, et tu rentres. Et c'est pas parce que tu es rentré que la mission est terminée. Maintenant, il va falloir rester le temps du transfert de pétrole, qui dure généralement plusieurs minutes. Il y a plusieurs tonnes à transférer. C'est comme quand vous allez à la station, il faut rester à côté. Et là, il faut rester dans les marges qui vont bien, pas trop avancer, pas trop reculer, et ça peut être problématique, notamment lors de virages. Le Rafale, par exemple, en grosse configuration, traîne beaucoup. À ce moment-là, vous avez beaucoup d'emport en dessous, et quand vous commencez à partir en virage, eh bien, il faut faire attention, et des fois, vous êtes un petit peu en limite au niveau des gaz. Donc tout ça, ça s'anticipe, ça se travaille, c'est pour ça qu'il y a de l'entraînement. C'est pour ça également qu'il y a du retour d'expérience, et ce qui est sûr, c'est que le Poitou, le Pyrénées, mais également les CEM, la DGA et l'industriel, on réfléchit au problème pour qu'on n'en entende plus jamais parler. Allez, je vous dis à très bientôt, pourquoi pas en entreprise, pourquoi pas sur le bassin d'Arcachon pour qu'on vole ensemble. Et d'ici là, fly safe.